Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, d'abord, il faut remercier tous les intervenants, hein. C'était, je pense, assez exhaustif. On a compris que c'était compliqué, hein, que, aussi bien les données que la notion de confiance, d'explicabilité, c'est compliqué et qu'à la fin, les systèmes d'intelligence artificielle, et peut-être qu'ils sont pas si intelligents que ça, finalement. Mais bon, pour ça, en fait, moi, ce que je veux faire pour conclure et pour vous donner encore un peu de grain à moudre, c'est reprendre 3 parties et parler d'abord de données. D'accord. Parce qu'on parle évidemment, quand on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on ne parle plus tellement des systèmes experts, hein, de ce qui s'est terminé, on va dire, dans les années 90, avec l'arrivée de massif de data et de ce machine learning et deep learning dont on a parlé aujourd'hui. Le problème des data, c'est que par définition, on en a vu plein des problèmes aujourd'hui, mais par définition aussi, elles sont historiques. Les datas ne sont pas les datas de demain, elles ne sont pas les datas d'aujourd'hui. Et on se retrouve souvent avec des problèmes qui sont des problèmes sociologiques liés aux data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir des systèmes qui vont utiliser des datas d'hier, alors que hier, la société n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et du coup, peut-être que ces systèmes d'intelligence artificielle non plus ne sont pas à la page, on va dire. Et pour ça, je vais vous donner deux exemples, rigolos ou pas, je ne sais pas. Mais donc le premier exemple, vous avez certainement entendu parler il n'y a pas très très longtemps. C'était l'exemple d'une grosse compagnie de téléphone qui a décidé de donner des cartes de crédit, enfin de proposer des cartes de crédit à ses clients. La banque qui était chargée de fournir ces cartes de crédit, pardon, avait décidé de confier à une intelligence artificielle euh, de trouver le montant du crédit pour chacun de ses clients. Et il se trouve qu'au bout de quelques jours seulement d'utilisation de ce système, on s'est rendu compte que, curieusement, les femmes avaient la moitié du crédit que les hommes, à salaire égal, position égale, tout égal sauf le sexe. Alors évidemment, c'est inacceptable dans la société d'aujourd'hui, mais on s'est aussi aperçu assez rapidement que les données qui avaient été utilisées étaient des données historiques, évidemment par définition, mais des données historiques qui allaient un peu trop loin dans l'histoire, on va dire, et qui prenaient certainement des années 60, 70, où à l'époque, effectivement, il était un fait que les femmes avaient un crédit moins important que les hommes. Et donc, du coup, c'est quoi? C'est les datas qui sont biaisées, hein, elles sont biaisées par l'histoire. Et c'est un des problèmes des datas. On en a parlé, on vient juste d'en parler à l'instant. Mais le problème des datas biaisées, c'est que des fois, les data scientists, ils vont s'apercevoir qu'elles sont effectivement biaisées. Et ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir essayer d'aller un peu les corriger, un peu les changer. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut se poser une autre question, une question importante, qui va être la question de savoir, est-ce que j'ai le droit d'aller débiaiser ces datas? Parce qu'à partir du moment où je vais débiaiser les datas, où je vais aller balancer ces datas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'introduis mon propre biais. Et j'introduis un biais qui est potentiellement mauvais. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une éthique d'entreprise, une éthique personnelle, et puis peut-être une éthique du pays, et c'est peut-être là ou du continent, et c'est là qu'on appelle potentiellement ça la régulation, et on en a parlé aussi aujourd'hui. Mais bon, je pense que il est important de comprendre avec des exemples simples que ces datas, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver les bonnes datas. Okay. Un autre truc dont je veux parler rapidement, quand on parle de l'IA, on en a parlé aussi aujourd'hui, on parle d'explicabilité et de ne pas avoir confiance en ces IA parce que c'est des boîtes noires. C'est des boîtes noires parce qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Moi, ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est que c'est pas nouveau. D'accord? C'est pas nouveau dans le sens où, dans toutes les sciences, depuis la nuit des temps, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui est plus ou moins inexplicable. Parce qu'on n'est pas éduqué, on ne comprend pas exactement comment ça se passe et tout ça. Donc, c'est inexplicable pour la plupart d'entre nous. D'accord? C'est une boîte noire pour la plupart d'entre nous. Évidemment, ceux qui créent les systèmes, ils vont être capables d'expliquer ces systèmes parce qu'ils les créent eux-mêmes. Et donc pour eux, c'est pas forcément des boîtes noires. Ils peuvent faire des erreurs, on vient de le voir, ils peuvent faire des erreurs en choisissant les données, ils peuvent faire des erreurs en choisissant les algorithmes, ça s'appelle des bugs, d'accord? Mais en gros, ce n'est pas inexplicable pour eux, d'accord? Ils sentent qu'il y a une certaine convergence dans ces systèmes. Mais pour le commun des mortels, donc, c'est pas facile. Mais je vais vous donner un exemple historique, qui est un exemple de mathématiques, qui montre que dans tous les domaines, en fait, ça arrive.
Et pour ça, je vous donne l'exemple d'un mathématicien brillant qui s'appelait Gaston Julia, qui en 1914 découvre les fractales, découvre ou met en évidence les fractales. Les fractales, pour la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est. Donc au moment où j'ai prononcé le mot fractal, vous avez quelque chose dans votre tête qui s'est dessiné. Ben, la fractale, en 1914, c'était pas autre chose qu'une équation mathématique, pas forcément très compliquée quand on la regarde, mais qui n'avait strictement rien d'évident pour le commun des mortels. Les mathématiciens, quand ils regardaient la fractale, quand ils regardaient l'équation, le mathématicien était ben, excité parce qu'il a compris tout de suite, il voyait tout de suite dans cette équation les paramètres, la fonctionnalité elle-même, ce que ça mettait en évidence. Et il a fallu 40 ans, jusqu'en 1955, pour que Benoît Mandelbrot soit élève de Julia à Polytechnique et qu'il écoute très très bien. Il part chez IBM aux États-Unis, on lui donne un des premiers ordinateurs. Il rentre l'équation de Julia dans l'ordinateur, il en profite pour l'appeler l'équation de Mandelbrot, on ne va pas se gêner. Mais bon, et donc là, apparaît à l'écran quoi, au moment où il fait le plotting de cette courbe, apparaît cette magnifique image que vous aviez dans la tête au moment où j'ai parlé de fractal, qui est cette fougère extraordinaire qui montre qu'à chaque niveau de récurrence, parce que c'est la récursivité qui est mise en évidence par cette équation, ben, la récursivité devient évidente pour tout le monde et pas seulement pour les mathématiciens. D'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire que c'est par un simple dessin qu'on va pouvoir, dans 40 ans, pouvoir expliquer toutes les IA. On en a vu des exemples aujourd'hui, mais on va pouvoir petit à petit expliquer avec des choses simples, certainement ces IA, certainement avec d'autres IA. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais faire aujourd'hui. Et le dernier point, bah en fait, comme je vous disais tout à l'heure, les IA, elles sont pas forcément si intelligentes que ça. Donc bon, moi évidemment, je pense qu'il faudrait pas appeler ça intelligence du tout, mais euh, parlons de ces systèmes qu'on dit intelligents ou autonomes. Et l'apothéose ou quelque chose que dont les gens nous parlent souvent, c'est la voiture autonome. Alors la voiture autonome, pour moi, c'est l'aberration même de l'application de cette intelligence artificielle. Parce que je vais vous montrer aujourd'hui en deux exemples très très simples que la voiture autonome, donc un système intelligent autonome, n'existera jamais. Évidemment, là je parle de la voiture autonome niveau 5, l'ultime, celle où la voiture autonome peut courir dans tous les cas et se débrouiller dans n'importe quel cas, dans n'importe quelle situation. Eh bien, ça n'existera jamais. Je ne parle pas de la voiture autonome niveau 4, celle qui va nous permettre la plupart du temps d'être en autonomie et d'avoir, dans des circonstances particulières, la possibilité effectivement de se déplacer d'un point A à un point B. D'accord ? Alors, je vais vous montrer maintenant, parce que je ne veux pas vous faire attendre plus longtemps, pourquoi la voiture autonome niveau 5 n'existera jamais. Et pour ça, je vais vous donner deux exemples. Deux exemples qui, pour nous Français, le premier est très 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 simple. Il s'appelle la place de l'Étoile à 18h. Place de l'Étoile à 18h, vous mettez une voiture autonome, elle va malheureusement essayer de suivre les codes, les règles, ce dont on a parlé aussi aujourd'hui. Elle suit juste le code de la route. D'accord ? Et si vous suivez le code de la route à la place de l'Étoile à 18h, vous savez très bien, vous humains, que jamais vous ne traverserez cette place. D'accord ? Parce que c'est autre chose que du code de la route. C'est de la négociation, la psychologie, tout ce que vous voulez, mais il y a beaucoup d'autres choses. Évidemment, vous allez pouvoir un jour préparer un système qui va peut-être faire de la négociation. Et peut-être, bon, oui, vous aurez mis 10 ans à développer un truc qui va pouvoir traverser la place de l'Étoile. Mais après ce truc-là, vous allez l'amener à Bangalore, par exemple. Ben là, c'est encore un autre niveau. D'accord ? Donc, il y aura toujours des cas particuliers que vous ne pourrez jamais, absolument jamais résoudre avec les intelligences artificielles. Et pour ça, je vous donne le dernier exemple qui vient de Waymo. Waymo, c'est la compagnie d'intelligence artificielle de voitures autonomes de Google qui fait des voitures autonomes, qui travaillent sur les voitures autonomes depuis plus de 10 ans. C'est les plus avancés, c'est eux qui sont bien meilleurs que Elon Musk et Tesla. Et donc, Waymo, le CEO, l'ancien CEO PDG de Waymo, a dit en 2018, finalement les gars, c'est vrai, ça va être très très compliqué d'avoir des voitures autonomes niveau 5. Ça va même être impossible. Mais comme je veux qu'on arrive au niveau 4, je vais mettre en ligne toutes les vidéos que mes voitures ont prises et ont filmées depuis des années. Et il a mis en ligne 10 millions de miles de films de voitures qui conduisaient dans des rues aux États-Unis. D'accord ? C'est beaucoup, beaucoup de données, d'accord ? Évidemment, les gens comme moi se sont précipités là-dessus. Et il ne m'a pas fallu longtemps, j'ai pas eu besoin de regarder les 10 millions de miles, ça n'aurait pas été possible, mais il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver ce que j'appelle une pépite. Une pépite étant quelque chose qui montre que jamais, jamais ça sera possible. Alors là, c'est simple, je vous le donne. Il y a une voiture qui est en train de conduire dans Mountain View, là, elle se balade, et il n'y a rien, il ne se passe rien sur cette route, et d'un coup, elle s'arrête. Elle s'arrête, et
une seconde après, elle reprend sa route, elle fait 2-3 mètres et elle s'arrête. Et puis elle s'en va, elle reprend 2-3 mètres, elle s'arrête. Et puis ça, 2, 3, 5 fois. Et là, il y a toujours un safety driver, quelqu'un qui est en train de monitorer cette voiture, qui reprend le volant et qui s'en va parce que les gens derrière devaient être un peu nerveux. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a aucun sens. Pourquoi cette voiture s'arrête au milieu de nulle part pour aucune raison? Et vous regardez un peu mieux la vidéo, vous voyez que finalement, il y a bien une raison. Sur le trottoir, il y a 2 gars qui sont en train de marcher, qui sont en train de marcher dans la même direction de la voiture. Et ces 2 gars en train de marcher, une de ces 2 personnes, sur son épaule, elle porte un panneau stop. Eh ben ça, vous, humains, vous voyez un gars sur le bord de la route avec un panneau stop sur l'épaule qui marche dans la même direction que vous vous arrêtez pas. Parce que vous, humains, vous allez vous rendre compte que c'est un gars qui est en train de marcher avec un panneau stop, que ça n'a aucun sens. Mais vous allez inventer quelque chose, vous allez réagir, vous allez vous adapter à cette situation. La voiture, elle voit un panneau stop, et un panneau stop, et un panneau stop. Voilà. Donc ce genre de cas-là, ça vous montre juste que ces systèmes autonomes, ces intelligences artificielles ne seront jamais aussi intelligentes que nous. On va avoir des trucs extraordinaires, comme on a vu aujourd'hui, on va avoir des systèmes extraordinaires. Dans chacun des cas particuliers, on va avoir des systèmes qui marchent beaucoup mieux que nous. Ce ne sont que des outils qui marchent beaucoup mieux que nous, parce que par définition, un outil, ça fait quelque chose de mieux que nous. Voilà. Je vous remercie. Merci Luc pour cette conclusion exemplaire par les différentes figures, enfin les différents éléments de jeu que tu nous as indiqués et qui permet finalement de conclure cette journée. Donc je voudrais te remercier, mais aussi remercier l'ensemble des participants très chaudement et vous transmettre aussi les remerciements de notre président qui a dû partir un peu plus tôt, donc Denis Rank, et qui m'a demandé de le faire. Donc il vous remercie très chaleureusement pour, disons, ce que vous nous avez amené, pour ce que vous avez pu expliquer, votre professionnalisme et votre expertise dans un domaine qui est finalement un domaine compliqué, comme le disait Luc, mais un domaine qu'il faut absolument aborder avec un esprit, je pense aussi, comme ça l'a été dans le cas du génie logiciel et dans le génie logiciel français, un esprit assez conquérant. Je crois qu'on a les capacités finalement d'avancer, de se différencier par la culture qui était déjà en France sur la modélisation, sur la validation de la modélisation, et ça, une culture qui peut être réutilisée dans ce contexte. Voilà, c'était un peu une première expérience pour l'Académie technologique de faire ce webinaire. Nous avons été en moyenne à plus de 120 personnes à 130 personnes, donc on peut considérer que c'était quelque part à Paris réussi, donc ça nous amènera probablement à en faire d'autres de cette nature sur d'autres sujets. En tout cas, les présentations qui seront été faites aujourd'hui peuvent vous être communiquées, hein, les slides, et donc il faudra vous adresser à qui? Alors, l'adresse webinaire. À l'adresse du webinaire. Hein. Très bien. À nouveau, merci à tous et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci Luc aussi pour t'être réveillé un peu tôt. Merci, au revoir.